traité a 200 articles, 2500 pages, dont 240 pages mises à jour chaque année, une édition imprimée, ainsi qu'une édition électronique qui est enrichie d'éléments multimédia, notamment de vidéos, par exemple pour l'acquisition des techniques d'anesthésie loco-régionale, et aussi d'une bibliothèque d'archives qui permet de consulter tous les articles publiés depuis l'année 2005. Le MC d'anesthésie-réanimation, c'est 5 tomes. Hein. Donc ça aborde à peu près tous les aspects de l'anesthésie, surtout le tome 1, tome 2 et tome 3, et puis des aspects plus propres à la réanimation, qui sont les tomes 4 et 5. Et puis maintenant, on a la forme numérique, pratique en fait, parce qu'on a beaucoup multiplié ces dernières années toutes nos activités, nos domaines d'intervention, et de façon très importante. Et globalement, je pense qu'à la fois la taille des ouvrages et puis le nombre d'ouvrages et de tomes étant limité à 5, la numérisation était une bonne chose. Ça a permis d'élargir, d'utiliser des méthodes pédagogiques un peu différentes. Donc ça a permis d'améliorer les choses. Ce traité a l'ambition d'être et de rester l'ouvrage de référence en langue française de la discipline. Dans ce but, j'ai instauré un conseil scientifique qui réunit des experts reconnus, hospitalo-universitaires pour la plupart. Nous veillons continuellement au renouvellement nécessaire des articles, à la lumière des données de la littérature, des retours de congrès, mais aussi de la pratique quotidienne. Nous sélectionnons alors les sujets et les auteurs référents dans chaque domaine. Nous introduisons également de nouveaux thèmes en lien avec l'évolution et les progrès de la discipline. Le comité scientifique se réunit au moins une fois par an, mais plutôt 2 à 3 fois par an, soit physiquement dans les locaux d'Elsevier, soit à l'extérieur et éventuellement maintenant en téléconférence. Nous prenons la table des matières, tout simplement, et nous recensons les articles par ordre d'ancienneté. Notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'articles de plus de 10 ans et qu'il y ait une majorité d'articles de moins de 5 ans, comme en témoignent quelques titres récemment parus ou en préparation. Par exemple, au titre de l'anesthésie, de la médecine périopératoire plus exactement, la consultation préanesthésique dont la téléconsultation, l'organisation du bloc opératoire, la démarche qualité et sécurité, la réhabilitation améliorée après chirurgie. Au titre de la réanimation, les enjeux éthiques en réanimation, qu'il s'agisse de l'adulte ou de la réanimation néonatale. Avant publication, tous les articles sont validés par un comité de lecture. L'ensemble de cette démarche garantit ainsi l'indépendance et la qualité de notre publication. Alors, on a essayé sur les 5 ouvrages que l'on retrouve donc, dans l'EMC d'anesthésie-réanimation de traiter à peu près tous ces sujets, mais bien d'autres aussi, puisqu'on parle de la pharmacologie des différents produits anesthésiques, que ce soit par voie intraveineuse, par voie respiratoire, ou que ce soit l'anesthésie loco-régionale. On parle des techniques, on ne peut pas dire modernes parce qu'elles sont déjà apparues il y a quelques années, mais comme l'anesthésie intraveineuse objectif de concentration, ou des techniques de sédation, puisque de plus en plus, finalement, nous sommes amenés à intervenir hors des blocs opératoires. Il y a encore quelques années, notre activité se concentrait essentiellement sur une activité chirurgicale de bloc opératoire. Actuellement, de plus en plus, on est appelé pour assurer la prise en charge de patients dans des services de médecine ou des services interventionnels. Et à titre d'exemple, chez moi, par exemple, sur Nice, sur le CHU de Nice, plus de 40% des patients que l'on prend en charge sur le plan d'anesthésie sont pour de l'anesthésie qui est hors bloc opératoire. L'une des parties qui est la plus développée de l'ouvrage, c'est celle qui concerne l'anesthésie loco-régionale et les infiltrations d'anesthésiques locaux. Et on aborde ainsi l'anesthésie sous échographie des membres, de l'abdomen, au niveau de la face. Et de façon plus large, on a intégré très récemment l'intérêt de l'échographie, non seulement pour l'anesthésie loco-régionale, mais aussi pour la gestion des voies aériennes ou pour des diagnostics très rapides
dans le cadre de la prise en charge en urgence sur le plan digestif ou sur le plan pulmonaire pour un suivi en chirurgie. Nous abordons aussi dans l'EMC tous les aspects organisationnels, les aspects éthiques dans le cadre de l'urgence et de la réanimation, en particulier de la neuroréanimation, tous les aspects réglementaires aussi, parce qu'en fait, l'anesthésie-réanimation est probablement la spécialité la plus réglementée, où le plus de textes réglementaires ont été édités. Et donc ça, c'est une chose qui est importante. On a aussi beaucoup développé ces dernières années tout ce qui était démarche qualité et prise en charge de la sécurité des patients, puisque la spécialité d'anesthésie-réa a pris ce tournant il y a très longtemps, pratiquement dans les milieux des années 90, début des années 90, et que la culture de la gestion du risque est quelque chose de très important en anesthésie. Généralement, l'anesthésie n'a droit qu'à zéro accident. Donc, il est important qu'effectivement, nous ayons bien cadré ces problèmes à la fois de qualité et de sécurité. Alors, dans cet ouvrage, on va aborder aussi les différents types d'interventions, les différents types de patients que nous sommes amenés à prendre en charge. Et ça va de la néonatologie à la personne âgée et la personne très âgée. On va aussi on a traité les différentes modalités de prise en charge en fonction des comorbidités présentées par les patients. Et dans ces traités de l'EMC qui touchent à l'anesthésie-réanimation en médecine périopératoire, il y a aussi toutes les principales modifications qui sont liées à l'anesthésie, et puis les complications possibles et la gestion en fait de ces complications. Et puis, on a une partie aussi sur la prise en charge de la douleur, qu'elle soit aiguë ou qu'elle soit chronique. Actuellement, au niveau de l'anesthésie-réanimation, on est passé à anesthésie-réanimation et médecine périopératoire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'intéresse pas simplement qu'à la période périopératoire, mais on s'intéresse aussi à ce qu'on appelle la préhabilitation. Il y a eu un des chapitres de l'EMC qui parle de la préhabilitation, qui est en fait la préparation du patient et l'optimisation de toutes les comorbidités qu'il peut avoir, et de façon à ce qu'il arrive le plus préparé possible à la chirurgie. Dans cette médecine périopératoire, il y a aussi le post-opératoire qui dépasse finalement les 24 à 48 heures dont on s'occupait du patient autrefois, pour envisager de façon beaucoup plus importante comment est-ce qu'on peut interagir sur à la fois l'espérance et la qualité de vie des patients à distance de la chirurgie. Et ça aussi, c'est des aspects que l'on a apportés au sein des ouvrages de l'EMC consacrés à l'anesthésie-réanimation et à la médecine périopératoire. Ces deux aspects-là sont importants parce que de plus en plus, les durées d'hospitalisation sont courtes. Bon, c'est bien pour les personnes âgées parce que moins elles sont coupées de leur milieu habituel et mieux ça se passe en termes de réduction de confusion post-opératoire ou de troubles cognitifs. Et puis on dépasse souvent très largement le contexte en fait de l'anesthésie-réanimation, puisqu'on va parler aussi du problème de la transfusion sanguine, des bonnes pratiques en matière de transfusion sanguine et de produits dérivés du sang. Donc c'est vraiment une vision très très large de la prise en charge du patient, justement je pense parce qu'elle associe à la fois les urgences, l'anesthésie et la réanimation. Donc on fait un tour complet de tout ce que l'on peut rencontrer au cours de notre carrière et en plus c'est actualisé régulièrement. Un des intérêts principaux de l'encyclopédie médico-chirurgicale, finalement, c'est que ça traite des usages et des avantages dans notre pratique médicale. Et ça, c'est important dans le maintien de l'enrichissement des connaissances dans notre spécialité, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça évolue extrêmement vite. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une formation médicale continue, avec des mises à jour 4 à 5 fois par an. Ceci différencie l'EMC finalement d'autres ouvrages qui sont très bien faits, mais qui sont figés dans le temps et parfois sur des temps relativement longs. Ensuite, l'autre intérêt de ces traités, puis la forme mobile de l'EMC, c'est une aide aux praticiens pour une vision à la fois très rapide, mais qui va à l'essentiel. Il y a des encarts, par exemple, avec les points importants du chapitre abordé, il y a des tableaux synthétiques, il y a des arbres décisionnels, il y a des logigrammes. La forme mobile sur le téléphone portable ou les tablettes, ou que ce soit sur ordinateur, est aussi un apport important dans le cadre de notre pratique au quotidien, car cela permet d'accéder à tout moment à une information sur la conduite à tenir au chevet du patient. Dans les articles, on retrouve à la fois les notions théoriques de base qui sont
remises à jour en fonction des nouvelles choses que l'on trouve et que l'on découvre. Et en même temps, vous avez des aspects extrêmement pratiques pour le quotidien, en fait, et des outils qui vous sont utiles au bloc opératoire directement. On l'utilise effectivement au quotidien grâce à tous ces outils pratiques, en fait. Mais de l'autre côté, si on veut avoir une connaissance profonde du sujet, l'EMC est là aussi utile. Je dirais que la forme papier, elle est peut-être plus adaptée aux connaissances de base fondamentales, parce que c'est plus facile à lire que sur un smartphone, par exemple. On va retrouver les mêmes choses avec le MC mobile, mais on va pouvoir se centrer sur les logigrammes, sur les encarts de la façon dont on doit agir ou s'organiser. Le fait qu'on ait les deux outils, à la fois la forme papier et puis la forme numérique, est quelque chose d'intéressant. Et la troisième chose intéressante, comme je vous l'ai dit, c'est que plusieurs fois par année, on revoit complètement la table des matières et on va demander soit des actualisations, soit rajouter des articles nouveaux parce que des sujets nouveaux apparaissent. Par exemple, un choc anaphylactique qui survient brutalement au bloc opératoire ou même un choc hypovolémique ou autre, on va pouvoir retrouver très rapidement la façon dont il faut agir parce que c'est des situations d'urgence. Bien qu'on soit formé pendant de très nombreuses années, bien d'avoir sous les yeux quelque chose qui vous rappelle les différentes étapes de la prise en charge, c'est quand même quelque chose de très important et sécurisant pour le patient. Ça peut être aussi le problème d'un patient qui va inhaler pendant l'intervention, sur la conduite à tenir. Et on a la même aide, si vous voulez, sur la partie réanimation urgence, puisqu'on traite globalement des urgences les plus fréquentes. Que ce soit la traumatologie, que ce soit les sepsis ou l'urgence des urgences qui sont les urgences obstétricales par exemple. Et là aussi, on peut avoir très rapidement la façon dont on doit organiser les choses, les prélèvements qui doivent être faits pour les diagnostics qui pourront être faits ensuite sur la cause du malaise ou de la perte de connaissance ou l'état de choc que peut présenter la personne. Il y a plusieurs choses. Il y a le développement durable, puisqu'il y a une commission au niveau de la Société française d'anesthésie et réanimation qui travaille très spécifiquement sur ce problème du développement durable. Donc, on va se rapprocher d'eux pour qu'on puisse avoir un chapitre de synthèse dans l'EMC sur ces notions qui sont quand même relativement nouvelles en médecine. On a l'intelligence artificielle qui se développe et qui nous permettra en particulier de pouvoir réunir tous les différents éléments qui remontent en fait des moniteurs dont le patient est équipé, qui vont nous aider pour le diagnostic ou pour nous proposer des arbres décisionnels, par exemple. Il y a aussi le développement de la multidisciplinarité et de la multiprofessionnalité, et pas simplement à l'intérieur d'un établissement de santé, mais aussi hors mur. Et on voit de plus en plus qu'on est amené à travailler avec des réseaux de soins en ville, des réseaux de prise en charge de pathologies très complexes ou spécifiques. Donc ça nous permet d'organiser le post-opératoire en dehors de l'hôpital, en mur, et comme ça de faciliter en fait le retour à une vie normale et la réhabilitation du patient. On a aussi la gestion de toutes les durées d'hospitalisation qui sont de plus en plus courtes. Alors, ça peut avoir un intérêt, par exemple, chez les personnes âgées, parce que moins longtemps elles restent hors de leur lieu de vie habituel, et moins on a problème de confusion post-opératoire ou à type, par exemple, de difficultés de mémoire ou autre. On a fait un chapitre sur l'hypnose, mais il va falloir en faire un sur l'utilisation de la réalité virtuelle, puisque les patients peuvent bénéficier d'un masque pendant l'intervention qui est faite sous anesthésie loco-régionale ou locale, avec des messages, des langages qu'ils reçoivent au travers du casque, de nature comparable à celle de l'hypnose, et qui permettent de les mettre effectivement dans un état d'hypnose, ce d'autant que les patients, à cause du stress préopératoire, arrivent très souvent au bloc opératoire dans un état déjà pré-hypnotique. Donc on va continuer cet état-là. Un des grands domaines sur lesquels aussi il va falloir travailler, c'est l'intégration des jeunes
Et parce qu'on a de plus en plus de jeunes anesthésistes réanimateurs, c'est la première spécialité qui est choisie en France par les jeunes qui réussissent cet internat. Donc il est important aussi d'avoir un peu leur vision d'ici quelques années, lorsqu'ils seront peut-être en fin d'internat ou en début de clinica. Après, il faut un certain degré de maturité aussi. Il faut avoir déjà un certain vécu. Mais quand on a fini la spécialité, on est quand même relativement jeune. Et donc, effectivement, il est important de les intégrer pour que l'EMC s'adapte et continue à vivre et à répondre en fait, aux besoins des praticiens d'anesthésie et réanimation. Tout ça, c'est des chantiers à venir pour plusieurs années, mais qui sont importants pour que l'EMC reste toujours l'ouvrage de référence. En fait. Il y a deux choses. D'abord, il faut prendre un peu de recul vis-à-vis du Covid-19 et savoir quel va être le devenir en fait de la Covid-19. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est en anesthésie le problème de la prise en charge de ces patients, puisqu'on est constamment en connexion avec les voies aériennes du patient, ne serait-ce que pour l'intubation, l'extubation, la ventilation, ce qui pose des problèmes de désinfection aussi des respirateurs. Donc, il y a plusieurs techniques développées par les uns et par les autres pour pouvoir intuber, par exemple, un patient porteur du Covid-19 en limitant les risques d'infection en fait, par le virus. Et puis en réanimation, il y a toute la prise en charge des complications, énormément de choses à traiter. Donc c'est un sujet qui devrait prendre une place relativement importante dans le MC. Il y a encore quelques années, il y a eu des épidémies de grippe qui avaient tué beaucoup de monde. Et nous avons toujours à l'intérieur du traité un chapitre sur ces grippes. Le chapitre sur le Covid-19 va se faire. Je pense qu'il faut peut-être attendre faire ça en début d'année ou en milieu d'année prochaine, en fait, quand on aura un peu de recul en fait, sur l'évolution et le devenir de cette nouvelle pathologie. C'est important pour les collègues. L'actualité, c'est bien à un moment donné, mais globalement, la finalité de l'EMC, c'est de faire, j'allais dire, le point théorique sur le sujet, d'aborder tous les aspects en termes de connaissances, mais c'est surtout aussi les attitudes pratiques. Et ça, les attitudes pratiques, effectivement, il faut avoir un petit peu de recul pour donner des informations qui soient pertinentes et utiles vraiment aux praticiens et aux patients.